Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi cette session sur le marketing automation, mais pas que. En fait, on va surtout travailler sur la fidélisation. J'ai travaillé parce qu'en fait, c'est essentiellement une session de partage. Alors, pourquoi travailler sur la fidélisation ? Nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on s'aperçoit que beaucoup pensent d'abord à l'acquisition de nouveaux clients. Alors, hormis les quelques startups qui démarrent vraiment de zéro, qui ont démarré depuis 1 an ou 2 ans ou plus tard, tous les autres ont un parc client déjà en fait. Et travailler ce parc client, travailler cette fidélisation, c'est travailler sur sa croissance pour 2 raisons. D'abord, parce que si on perd ces clients qu'on a gagnés, ça sert pas à grand chose, c'est un panier percé. Et la deuxième raison, c'est que plus vous faites d'upselling, de cross-selling, de rétention, etc., plus vous allez soit dégager de la marge en investissant de la même manière sur l'acquisition, soit vous investissez plus parce que vous avez plus de moyens pour investir sur l'acquisition et donc là vous allez travailler sur la croissance. Donc dans les 2 cas, vous avez intérêt à travailler finalement la fidélisation et l'upselling, le cross-selling sur votre parc client avant de travailler sur la pure acquisition. J'ai le plaisir d'être avec Raphaël donc de Cash in Time. Bonjour à tous. Du groupe Crédit Agricole, mais vous allez voir, c'est une start-up dans le grand groupe et avec qui on travaille. Alors, ils ont choisi une stack technique, il n'y a pas que nous, hein, mais c'est justement vous montrer cet ensemble. Et ils ont décidé, et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse cette conf ensemble, parce qu'il fait partie des rares clients de Webmécanique qui ont commencé à travailler justement sur cette phase de rétention avant toute autre phase. Donc, c'est pour moi, je suis très content et très fier de pouvoir travailler là-dessus. Et en plus, deuxième bonne raison, c'est qu'ils ont un KPI sur la fidélisation et un scoring là-dessus qui est extraordinaire puisqu'ils sont passés de 13% en 6 mois à 45% de taux de fidélisation grâce à ce qu'ils ont mis en œuvre. Alors ça peut paraître magique, mais il n'y a pas de baguette magique. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est qu'il y a essentiellement de la méthode et de l'analyse. Et c'est ça et c'est une grande chance, je pense, pour nous tous, que Raphaël va nous partager. Merci. Tu peux nous dire déjà qui est Cash in Time, peut-être pour situer le contexte. Fait. Donc Cash in Time, comme l'a rappelé Stéphane, c'est une start-up dans un grand groupe, dans Crédit Agricole Leasing and Factoring. Donc Crédit Agricole Leasing and Factoring, c'est l'entité B2B du Crédit Agricole. On existe depuis pas mal de temps. On a 185 000 clients, 80% de clients satisfaits sur le dernier baromètre 2019. Et comme information, une entreprise de taille intermédiaire sur 3 est financée par le Crédit Agricole Leasing and Factoring. Donc on a vraiment 2 grandes familles de produits qui sont le factoring et le leasing. Moi, je travaille essentiellement sur la partie factoring, et notamment chez Cash in Time, que je vais vous présenter. Ce qu'il faut comprendre au départ, c'est nous on avait un service avant l'apparition de Cash in Time qui s'appelait Créance Service, qui était un service d'affacturage tout à fait classique comme n'importe quelle autre offre et avec ses avantages et surtout ses inconvénients. Comme vous le voyez, avec une lourdeur opérationnelle, un pricing qui pouvait être opaque pour nos clients, une dépendance au conseiller clientèle, en l'occurrence ceux du Crédit Agricole, et des critères d'éligibilité qui étaient relativement restrictifs. Parmi nos concurrents bancaires traditionnels, les offres étaient quasiment identiques. Il n'y avait pas vraiment une offre qui se dégageait, nous créant service versus les autres. En revanche, il y a 4-5 ans, lorsque les fintechs ont commencé à pénétrer ce marché, ils ont offert des services que nous, on ne proposait pas, avec une offre dématérialisée, avec une tarification qui était un peu plus claire, mais qui restait encore un petit peu opaque, en tout cas selon l'analyse que nous avions faite. Mais en tout cas, ça nous a permis de réfléchir et de se dire que il y avait vraiment une attente client. On n'était pas assez customer-centric. On n'a pas digitalisé notre produit au moment où il fallait le faire et les fintechs, eux, commençaient à le faire et il fallait que nous, on accélère la cadence pour justement ne pas perdre de clients. Et c'est ainsi que Cash in Time est né, après moult d'études et de réflexions en interne. Cash in Time, nous, on a voulu totalement digitaliser le produit, faire une véritable transformation de ce qui était créé en service qui n'existe plus aujourd'hui et qui est devenu Cash in Time, avec détruire cette opacité au niveau du prix. Nous, on a un seul prix qui est 3,5 sur le montant de la facture. Aucune caution bancaire
ou de caution sur le patrimoine personnel, 100% digital, un time to yes qui est instantané, et ça on est les seuls à le faire, c'est-à-dire qu'en quelques secondes sur la plateforme Cash in Time, lorsque vous vous connectez, vous avez une réponse oui ou non, est-ce qu'on vous accompagne ou pas sur le financement de votre facture client. L'excellence du service de recouvrement, ça je pense qu'on l'avait déjà au niveau des équipes du Crédit Agricole sur cette compétence-là. Le time to cash, un cash qui est viré entre 12 et 24 heures à partir du moment où on part avec vous, on vous dit oui, on vous finance la facture. Donc, comme je vous disais, sans défaut de garantie et surtout sans engagement. C'est assez important, c'est-à-dire que Cash in Time, vous pouvez l'utiliser juste une seule fois pour un besoin très ponctuel, tout comme vous pouvez l'adopter pour des besoins tout à fait récurrents dans votre facturage. Donc c'est quasiment une économie d'abonnement que vous êtes. Exactement. Là où d'autres proposent encore de l'abonnement aujourd'hui, que ce soit parmi les fintechs ou les réseaux bancaires traditionnels, nous on est totalement sans engagement. Alors ça c'est intéressant parce que quel que soit le domaine d'activité, on rentre de plus en plus dans une économie d'abonnement. Alors, évidemment le logiciel ça c'est évident, mais on voit dans le bancaire, on le voit même chez des industriels aujourd'hui. Donc cette logique-là, elle est super importante pour tous ceux qui commencent à être ou qui le sont totalement dans des économies d'abonnement. Donc une offre sans engagement, et tu l'as annoncé, la notion de fidélisation est absolument primordiale. On est sur un produit qu'on peut utiliser très régulièrement et le client qu'on a acquis avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'argent dépensé, si on n'arrive pas à le conserver, si on n'arrive pas à le fidéliser, c'est véritablement de l'argent perdu. Donc comment on a fait ça? Je dirais que il a d'abord fallu poser la base technique sur l'automatisation et la segmentation. On a choisi Salesforce, qui est notre outil CRM, sur lequel moi je me connecte pour des besoins marketing, sur lequel nos conseillers clientèle se connectent pour la relation client lorsqu'ils ont un client au téléphone ou voilà, sur lequel l'équipe de product owner se connecte pour d'autres sujets. Donc c'est vraiment utilisé par l'ensemble des collaborateurs liés au projet Cash in Time. On a choisi Webmécanique pour tout ce qui est automatisation et l'idée c'était que Webmécanique soit véritablement le miroir des informations contenues dans Salesforce pour synchroniser les informations et pour l'exploitation à faire derrière en termes de communication et de marketing. Donc chez nous, c'est les états d'inscription, le KYC, la dernière facture par exemple, cédée par le client. Tu peux nous décrire l'acronyme KYC? Know Your Customer, voilà, pardon, qu'on a d'autres clients. Et là-dessus, une fois que Webmécanique a synchronisé ces éléments en temps réel, les communications partent, que ce soit du SMS, que ce soit du mail, ou que ce soit des appels sortants par nos conseillers clientèle. Donc finalement, un schéma assez classique dans le Customer Journey également. Tout à fait. Du coup, vous avez travaillé derrière sur la mise en œuvre de ce parcours. Exactement. On a engagé nos premières actions marketing. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas non plus énormément d'études qui étaient effectuées à ce moment-là parce que c'est un projet qui démarrait. Et donc tout simplement, on a essayé de se mettre à la place du client ou des clients et de se dire quelles sont les premières actions qu'on peut initier, nous, de notre fait, avant d'être véritablement accompagnés par des gens dont c'est la compétence, notamment en data. Donc, sur le tunnel de transformation de Cash in Time, qui est fait en 4 étapes, une fois que l'internaute a rempli ses coordonnées sur le formulaire d'inscription, eh bien, on a appliqué les méthodologies déjà existantes qu'on connaît tous sur le e-commerce, donc les fameux points de rupture. Par exemple, lorsque le client doit aller sur sa boîte mail, cliquer sur le fameux lien pour activer son compte, une fois qu'il a rempli le formulaire d'inscription, et s'il ne l'a pas fait, on peut toujours essayer de lui renvoyer un mail en lui demandant veuillez cliquer, sinon le lien va se périmer au bout de 24 ou 48 heures. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Pourquoi? Parce que s'il l'a fait et qu'il n'a pas cliqué dans la seconde, c'est peut-être qu'il a fait une coquille dans son adresse mail. Donc relancer sur une adresse qui est fausse, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc simplement envisager le SMS sur ce point de contact-là qui, dans cette phase de rupture-là, fonctionne beaucoup mieux que le mail, tout simplement. Donc ça, c'est juste réfléchir un petit peu sur
en tant que client, pourquoi est-ce que moi-même qui ai fait la démarche en tant que prospect pour devenir client, pour m'inscrire, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu cliquer sur ce fameux lien sur mon mail, sur ma boîte mail. Vous avez joué la complémentarité des canaux aussi en termes d'interpellation. Tout à fait. Et cette logique-là, on a essayé de la répéter sur les trois phases suivantes. Donc, que ce soit la transmission de justificatifs, que ce soit la signature du mandat CEPA ou que ce soit la signature des CGF pour devenir client sur Cash in Time. Essayer de contacter la personne de la manière la plus propice, la plus pertinente qui soit. Et ça, bien entendu, sans encore passer à la phase étude. Il y a beaucoup de Cash in Time qui vont se monter là. Une fois qu'on a fait ça, oui, juste un petit mot avant, c'était qu'on a été très heureux et ça nous a surpris nous aussi, c'est que le taux de transformation chez nous en SMS était de 20%. Alors que, en général... l'email, c'est 1, 2%, enfin bref, 0,5 parfois, ça dépend un peu des domaines, mais de l'email non ciblé. Quand on tombe sur des choses de l'email qui est hyper segmenté, hyper ciblé, on peut avoir des taux de 80, 60, 80, 90% sur des montants plus faibles. Mais le SMS, c'est vrai que ça impacte bien sur des moments clés. La SNCF, quand ils vous envoient le SMS pour votre train, ils ne vous envoient pas un email, quoi. Ils vous envoient un SMS, c'est vrai que c'est très pratique, vous l'avez avec vous. Vous cherchez votre voiture. Et là, c'est le 20%, c'est vraiment une moyenne. Sur certaines phases, on est à des taux à 34% de transformation. Ok, donc la data, alors vous l'analysez, parce que là, on a vu le parcours client, mais à la fin, ce qui compte, c'est quand même ces fameux taux de transformation dans la segmentation. Donc tous ces chiffres-là, vous les avez analysés comment et vous êtes allé les chercher comment? Oui. On s'est fait accompagner parce qu'on s'était dit qu'il y a des gens qui sont très bons dans ces sujets-là et qui peuvent nous aider. Là-dessus, on a été accompagné par une agence qui s'appelle Numberly, donc groupe Mille Merci, qui est spécialisée dans la data, qui est spécialisée dans la connaissance client, dans le conseil en marketing automation et qui, avec la solution de web mécanique, nous a vraiment accompagnés sur la mise en place des différents scénarios et la segmentation. Et là-dessus, Numberly, je vais vous montrer 2 études qu'ils nous ont faites, notamment sur le portrait robot. On a pu comprendre, alors on savait déjà que notre offre était surtout destinée aux TPE-PME, mais on n'avait pas véritablement de notion de quelle taille de TPE-PME. Et là, on s'est rendu compte qu'en analysant en fait notre portefeuille de clients, on est à 3/4 sur une entreprise comportant moins de 6 salariés. Donc véritablement une petite entreprise. On a également appris que cette petite entreprise était surtout urbaine. Et enfin, on a appris également que en termes d'ancienneté d'entreprise, c'est une entreprise en majorité qui existe depuis moins de 4 ans. Donc, lorsqu'on apprend tout ça, ça permet aussi en amont, en acquisition, d'orienter en fait les budgets marketing et d'avoir les messages qui vont bien derrière en termes de fidélisation, donc avoir un discours qui soit plus adapté à ce monde de l'entrepreneuriat ou du chef d'entreprise qui trame tous les jours avec ses salariés. Est-ce que ça modifie votre vision du persona, enfin le fameux persona qui permet derrière d'en déduire le type de contenu qu'on va produire? Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'on avait initié il y a 3 ans les appels d'offres, on avait choisi Web Mécanique, on avait choisi notre agence média qui est Intuiti et notre agence de data Numberly. Lors des différentes phases, ils nous avaient présenté donc des personas qui nous semblaient cohérents et qui dans la pratique, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Et justement, ces études nous ont permis d'affiner ces personas, d'affiner la segmentation et d'avoir véritablement une pertinence dans notre stratégie de communication et marketing. Ce qui permet de dire qu'en marketing, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. On a tous des intuitions bonnes ou mauvaises, mais tant qu'on n'a pas les chiffres, on n'en sait rien. C'est ça. Donc ça, c'était une première étude. Une seconde étude, c'était l'analyse de la base client avec une étude RFM. Donc RFM, c'est récence, fréquence, montant. Là-dessus, on a vu que sur nos 15 000 clients, chiffre fin 2019, il y avait des gens qui s'inscrivaient mais qui ne cédaient pas. Sans doute qu'il s'agit d'un besoin futur. Des gens qui sont cédeurs réguliers, des gens qui sont cédeurs occasionnels, des gens qui étaient clients fidèles et qui ont arrêté de céder. Sans doute que le cycle de vie s'approche de sa fin, ils avaient peut-être un besoin, ils ne l'ont plus.
Et derrière, des segments, des sous-segments et encore des sous-sous-segments. Là, j'ai vraiment synthétisé le schéma. Et lorsqu'on a ça, les idées viennent toutes seules. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à des discours à adopter pour chaque segment, pour chaque sous-segment, pour chaque sous-sous-segment, et savoir quand est-ce qu'on peut les contacter, de quelle manière, quel canal. Voilà, donc là-dessus, moi je me souviens que lorsqu'on a commencé à mettre en place le marketing automation, on avait un jeu de 3 ou 4 emails avec forcément des messages différents. Là aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire le chiffre qu'on a, 50, 60, 70, quelque chose comme ça, avec des messages à chaque fois différents selon la typologie, la cohorte de population à qui on s'adresse. Vous faites de l'A/B testing d'ailleurs pour améliorer constamment ce type de message? Oui, on en fait régulièrement. D'ailleurs, l'outil Webmécanique nous le permet. Voilà, pour parler de moi. Voilà. Non, mais en tout cas, on le dit. Effectivement, on en fait, que ce soit avec de l'emailing ou de la création de landing page, enfin tous les dispositifs marketing qui nous permettent de faire de l'A/B. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant. L'A/B testing, c'est vraiment la clé, hein, parce que encore une fois, on a tous des intuitions bonnes ou mauvaises, mais et très souvent, c'est des choses bébêtes qui font améliorer. Enfin, c'est des petits pourcents qu'on gagne à chaque fois sur tout le cycle. Mais alors, ça prend du temps. Hein, c'est de l'énergie, ça demande un peu de rigueur parce que il faut mettre tout ça dans des beaux tableaux, etc. Ça change dans le temps aussi parce que les habitudes changent en fonction de ce que font aussi les concurrents à un moment donné. Mais c'est un vrai job à faire. Non, c'est un vrai job. Et puis, au-delà du fait que tout le monde parle de l'A/B testing. Si c'est l'A/B testing, juste pour faire de l'A/B testing, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais des fois, par exemple, dans des réunions en interne, on a vraiment des débats entre nous, entre moi qui peut avoir une opinion sur tel message, telle couleur, telle façon de mettre un bouton, et moi, mes collaborateurs qui peuvent avoir une autre vision. Et là, tout de suite, on peut challenger, on dit, bon, bah ok, on va pas se battre, on va faire 2 versions ou 3 versions s'il faut, et on verra quel est celui qui remporte le meilleur résultat. Et parfois j'ai tort, parfois j'ai raison, mais c'est ça qui crée justement le... Et quand on a 50-50, on est dans la merde. On regarde les deux. Ok, et alors du coup, tout ça, ça améliore, on l'a dit tout à l'heure, le taux de fidélisation de 13 à 45%. Oui. Ça a un impact derrière sur le chiffre? Oui, ça a un impact sur le chiffre parce que effectivement, on a parlé de ce passage de 13 à 45% de la part en fait des clients fidèles, mais derrière la finalité c'est quoi? C'est justement l'augmentation en fait du chiffre d'affaires. Et grâce à ces gens qu'on a réussi à fidéliser, ça nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires de 11% sur les 3 derniers mois. Enfin les 6 derniers mois où on a mis toutes ces solutions-là, toute cette communication segmentée. C'est peut-être intéressant de refaire un petit tour parce que merci beaucoup Antoine, on a vu sur qu'est-ce que vous avez mis en œuvre. Dans la stack, on a vu qu'il y a un CRM, il y a du marketing automation, il y a Numberly qui intervient sur le travail autour de la data avec une alimentation en amont de stats qu'ils ont déjà et un travail qui a été fait spécifiquement chez vous, et puis aujourd'hui ils continuent à réanalyser les données. Et j'aime bien ce schéma, c'est pour resituer un petit peu, parce que c'est une question qu'on a de manière récurrente, c'est que fait le CRM, que fait le marketing automation. Et la question qu'on me pose pas, mais à laquelle je réponds toujours, c'est quelle est la bonne interaction entre les deux? Parce qu'en fait, l'un va avec l'autre. Alors, le CRM, c'est toujours un peu schématique, mais c'est la data historique. C'est-à-dire que c'est la data que vous allez stocker. C'est-à-dire c'est la data, le nombre de rendez-vous que j'ai fait, le nombre de contacts que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai envoyé, les emails, etc. Donc c'est la data historique. La data historique pour être jusqu'à une demi-seconde. La personne vient de faire un achat sur le site e-commerce. Donc la campagne de promo sur cette ligne de produits qu'il vient d'acheter, je ne l'envoie pas à lui, il sort du segment et la campagne partira. Une autre campagne peut-être d'ad-selling qui partira à la place. Mais ça, je pouvais pas le faire il y a 20 ans. Mes segments, mes feuilles Excel, je les préparais longtemps à l'avance et donc la campagne, elle partait de toute manière. Donc c'est hyper important. Et la partie marketing automation, c'est vraiment la partie comportementale. Hein, c'est la data de qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder, etc. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je connais dans le CRM, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui m'achète, j'allais dire le produit A, tout d'un coup il s'intéresse au produit B, et puis c'est pas que la personne que je connais, c'est aussi 10 autres personnes. Hein, on fait de la account-based marketing, ça veut dire qu'on sait aller repérer qu'il y a des gens qui appartiennent au même groupe, je sais pas, le groupe Schneider, le groupe Leroy Merlin, le groupe Crédit Agricole, qui à un moment donné s'intéressent à ce sujet B,
Donc il y a un vrai sujet d'intérêt, c'est-à-dire que c'est un signal faible hyper intéressant pour l'account manager, et dans son CRM, il va avoir la liste des 2-3 clients qui ont ce type de signaux faibles, et au lieu de prendre un rendez-vous dans 3 mois comme c'était prévu pour faire un petit peu la revue de compte, eh ben on va le faire tout de suite, on va prendre un petit déjeuner tout de suite avec les contacts qu'il connaît, pas forcément ceux qui sont allés visiter le site, mais pour comprendre ce qui se passe. Il y a peut-être une fusion, une acquisition, un changement stratégique, peu importe, il faut comprendre. En tout cas, il faut fermer la porte à la concurrence à ce moment-là, parce que la concurrence qui vend le produit B, ils vont peut-être aussi le produit A. Donc c'est hyper important, et voilà la cohérence qu'on a entre les deux. Et puis des gens comme Numberly, effectivement, vont aller travailler cette analyse de la data, parce que votre outil de marketing automation, général, il est bête. Il ne fait que ce que vous lui avez demandé de faire. Si vous n'analysez pas cette donnée, et si vous n'avez pas cette intelligence de la donnée dans votre contexte business, c'est-à-dire sur des choses que vous connaissez déjà parce que vous êtes dans ce business depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, ce matin, il y a une conférence, l'âge des boîtes en moyenne, je crois qu'il y a 10 ans, dans le top 500 des 500 premières boîtes dans le monde, elles avaient quasiment 60 ans, et puis maintenant, elles ont 12 ans, je crois. Donc, c'est intéressant de voir, mais c'est des boîtes quand même qui ont du vécu. Et deuxième chose, c'est la même chose, mais de manière horizontale. C'est comment ça vient s'inscrire, on a vu ça dans le funnel, mais c'est comment ça s'inscrit. Finalement, dans tous les types de scénarios, on va retrouver cet enchaînement où il va y avoir une phase d'acquisition via des contenus, d'où l'intérêt de ce que vous avez travaillé sur les personas, etc. Et il n'y a pas forcément des choses très compliquées. Parfois, on a un produit avec un persona, mais bien connaître ses bénéfices et parler de ses bénéfices pour l'attirer. On va voir tout à l'heure quelques scénarios types, justement, d'acquisition. Ensuite, on va le traquer, on va le suivre. Alors, en ce moment, il y a un gros bouleversement dans le tracking. Vous avez vu avec les browsers web qui n'acceptent plus les third-party cookies, etc. Donc, il y a tout un travail à refaire là-dessus qui est assez important. Ça donne du boulot à tout le monde. Et puis après, vous allez le segmenter, le qualifier. Et ça va être la partie vraiment du marketing automation, d'envoyer différents messages. Alors, on pense tout de suite à l'email. On a vu qu'il y avait du SMS. Vous pouvez mettre du print là-dedans. Vous pouvez mettre des catalogues print. Le fichier CSV, on l'envoie à l'imprimeur. Le lendemain, les catalogues ils partent en 50 versions différentes. Enfin, si tant est que vous ayez 50 versions différentes à envoyer. Ça marche très très bien parce que c'est hyper ciblé. Si vous recevez un catalogue pour une voiture, pour des meubles, j'en sais rien, enfin ce que vous voulez, une offre de service qui est hyper ciblée, qui correspond à des actions que vous avez eues précédemment, vous êtes super content de le recevoir. Alors que d'habitude, vous le mettez direct à la benne. Et enfin, il y a ce travail de synchronisation avec le CRM qui doit se faire dans les deux sens, puisqu'il y a l'information qui va démarrer du CRM pour lancer des campagnes de nurturing, d'action. Je sais pas, un prospect qui est devenu client, il y a cette fameuse phase d'onboarding qui va démarrer automatiquement. Et vous avez des informations à l'inverse comportementales qui viennent nourrir le CRM pour demander à des commerciaux ou à des gens de marketing d'avoir des actions. Et donc, vous, dans ces 6 premiers mois à travailler l'entonnoir, qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous êtes le plus penché dans ce fameux entonnoir ? Sur quoi on s'est vraiment penché, c'est de comprendre mieux nos clients, qui ils sont, comment ils travaillent, quels sont les clients à privilégier, quels sont les clients à éviter. Je vous ai montré donc deux études faites par Numberly, mais bien entendu, il y en a eu beaucoup plus. Je vous donne deux exemples. Nous, on travaille dans une activité qui est financière, donc forcément, lorsqu'on travaille dans une activité financière, ça peut générer pas mal de fraude, et on en a subi pas mal au démarrage, et on a vu que dans certains secteurs d'activité, il y avait plus de fraude que dans d'autres. Donc là, on a réussi à isoler, de même qu'on a vu que certains secteurs d'activité étaient beaucoup plus demandeurs d'une solution d'affacturage que d'autres. Là, on a su les cibler. Et donc là, justement, ça fait partie, encore une fois, de réorientation de budget marketing. Un autre point, c'est une étude que j'ai trouvée très intéressante, sortie par Numberly, c'est que on s'est rendu compte que chez nous, Cash in Time, lorsqu'un client a cédé une première facture, s'il ne cédait pas sa seconde facture dans les 11 jours qui suivaient, il était quasiment impossible de fidéliser ce client-là. Donc, quand on a cette information et qu'avant, on pouvait se dire, bon, les mails de relance, on va les envoyer à 15 jours, etc. Là, justement, on peut se dire, non, il faut mettre toute la puissance marketing, justement, avant ces 11 jours-là et voir si on peut augmenter la fidélisation. On l'a fait. On a augmenté nos points de fidélisation et on a recommandé cette étude 1 an plus tard et on s'est rendu compte que justement ce délai de 11 jours s'était rétréci à 9 jours.
par rapport aux études, par rapport à la communication qu'on a mis en place justement sur ce focus de 11 jours. Ouais, c'est excellent parce qu'on voit que de toute façon l'acquisition de trafic coûte toujours plus cher, hein, que ce soit le SEA, les pubs, c'est aux enchères, donc il y a toujours plus de monde, donc c'est toujours plus cher. Le SEO, tout le monde produit du contenu, donc il faut toujours en produire un peu plus ou de meilleure qualité, etc. Donc ça revient jamais moins cher. Et à l'opposé, je dirais en termes de closing, on est sur des taux de rebond et des taux de conversion qui sont de plus en plus faibles. Et en fait, tout le potentiel qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment effectivement ce que vous avez fait là, c'est de travailler cette partie segmentation d'entrée qualification. Alors, on a parlé de certains points de contact que vous avez analysés, mais on peut le retravailler en permanence. C'est presque un travail infini qui se remet en permanence. Et l'objectif, c'est bien de limiter au maximum ces taux de rebond en améliorant le taux de conversion et en travaillant de plus en plus sur cette phase-là qui apporte de la valeur et puis en plus qui vous appartient. Hein, tous les process que vous mettez en œuvre ici, ils sont à vous, je veux dire, c'est à vous, ça fait partie des assets de votre entreprise. Enfin, votre comptable, il va peut-être pas le mettre en haut de bilan, mais c'est un vrai asset. Alors que là, vous êtes complètement dépendant d'algo, enfin de choses complètement extérieures, et vous ne maîtrisez pas grand-chose là-dedans. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais enfin, on est à risque ici, alors que là, on est plus en territoire connu. Ce sont vos process business en plus que vous appliquez, hein, ce que vous appliquez il y a 20 ans, vos meilleurs commerciaux, ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, vous allez regarder qu'est-ce qu'on peut automatiser et où est-ce qu'on le focus, où est-ce qu'on le met là où il a plus de valeur. C'est ça qu'on fait, hein, c'est pas autre chose. Donc plus 11% en 6 mois. Plus 11% en 6 mois, oui. Ils étaient contents tes boss? Ils auraient aimé 12, mais... Excellent. Alors, moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de la machine à fidéliser, mais finalement, c'est la machine à vendre qui est important. C'est quelque chose qui a pas mal évangélisé Ray Endes dans son livre Invisible Selling Machine. Et qu'on a reproduit d'ailleurs avec Gabriel de Schubel dans un livre sur le marketing automation qui explique un peu les scénarios qu'on peut appliquer, qu'on peut mettre en œuvre chez vous, hein, d'ailleurs pour vous donner des idées. Hein, et en fait, tout tourne autour de cet enjeu de confiance, en fait, parce que pareil, il y avait une autre conférence ce matin qui parlait de ça, mais effectivement, on n'a que des actes irrationnels, même en B2B. On les post-rationalise, mais au début, on est toujours basé sur l'émotion et quand on est commercial, d'ailleurs, on vous apprend à jouer là-dessus plus que sur le rationnel. Et dans cet enjeu de confiance, il y a vraiment, on peut le décomposer en 3 enjeux. Il y a un enjeu de contenu, c'est-à-dire avoir une homogénéité dans les contenus que vous avez avec vos clients. C'est pas si simple, hein, c'est simple dans une startup de 10 personnes. Quand vous êtes un groupe multinational avec des revendeurs dont vous n'avez pas la gestion, le management direct, etc., ça devient très très complexe d'avoir un même discours entre le 4x3 et la pub télé et les gens qui vont faire l'après-vente après pour la réparation ou le SAV. Hein, puis au milieu de tout ça, vous avez encore plein de monde. Donc c'est un véritable enjeu, et je pense que le digital aide pas mal. Il y a un enjeu de personnalisation. Alors c'est fini la personnalisation de savoir si on met le prénom à l'entrée de l'email. Hein. Personnalisation, c'est vraiment le bon contenu à la bonne personne au bon moment, au moment où vous vous intéressez à ce sujet. Quelle information on peut vous donner en plus? Nous, on travaille actuellement avec Sophie sur toutes ces questions d'e-learning en permanence, pas que pour le jour de la formation, de l'onboarding, mais tout au long du cycle de vie et même en prospection d'ailleurs. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent grâce à des tutos faits par le support. Donc on voit bien que c'est hyper important cet enjeu de personnalisation. Et puis l'enjeu de disponibilité, on rejoint la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on est tous amazonoisés dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on s'attend à pouvoir accéder à n'importe quel contenu en 24 heures sur 24, même avoir des actions. Et donc, il y a plein de choses à automatiser qui n'ont pas de valeur en soi, qui soient faites par un humain, mais qui sont super importants. Ça permet de répondre tout de suite aux personnes. Et donc, on va créer cet enjeu de confiance. Et finalement, dans cette machine à vendre, on va retrouver un concept que vous connaissez tous, parce qu'on l'a tous pratiqué, même à titre personnel, ne serait-ce que pour entrer en contact avec l'âme sœur ou à tout autre moment. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une phase à la fois d'endoctrinement, où on va parler de l'autre, en fait, des bénéfices pour l'autre, de ses problèmes. Et en fait, c'est pour les qualifier, savoir s'il répond bien, en fait, si je réponds bien, mes bénéfices correspondent bien à ses problèmes à lui. Donc déjà, il faut que je comprenne ses problèmes et que je vois si ça correspond à sa problématique. La deuxième phase, c'est une phase d'engagement qui, je sais qu'il a ce problème, donc je vais pouvoir commencer à parler des bénéfices pour lui et de ce que je peux lui apporter pour résoudre ses problèmes. Et puis on a une phase d'ascension lorsqu'il a répondu positivement à cette phase d'engagement. Parce que dans la phase d'engagement, on va le voir, à un moment donné, il va vous accorder son attention, il va prendre votre solution, son produit, et donc il va falloir non seulement lui dire qu'il a fait le bon choix, mais en plus, éventuellement, lui proposer quelque chose de plus. C'est une belle occasion de faire un peu d'adselling. On est dans
un bon mouvement à ce moment-là. Et si c'est pas le cas, on va travailler sur la requalification, la segmentation. Est-ce que tu veux venir boire un verre au bar? Non, merci. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes passions? J'adore la danse. Ah bon, bah tiens, il y a un rock. Est-ce que tu veux venir danser le rock? Ah bah oui. Bon, donc j'ai requalifié, j'ai resegmenté, et finalement j'ai réengagé derrière. Donc j'ai fait une phase de réengagement, et là j'ai gagné. Et si j'ai pas gagné, c'est pas grave. Merci, je serai très heureux de te revoir plus tard. Mais là, je passe à la table suivante. Et donc dans le CRM, en gros, je disqualifie le lead. Je continuerai à le nurturer d'une autre manière, mais en tout cas, je l'ai disqualifié momentanément et je passe à mon lead suivant. Et quand on regarde ces scénarios en détail, ce qui est génial, et moi c'est ça que j'adore, c'est que c'est tout simple. C'est marketing automation, c'est que des petites sommes de choses très simples en fait. Donc c'est pas des. Nous on voit des fois des clients qui commencent à partir dans on voit des organigrammes, des choses, enfin des arborescences pardon, incroyables. Et là on dit oh là là, on va dans le mur. Donc il faut simplifier. Et donc la base, c'est souvent 3 emails, alors que vous allez envoyer avec une fréquence qui va dépendre de votre business. Faites de l'A/B testing. J'ai pas de réponse toute faite sur le nombre de jours qu'il faut entre 2 mails, le type de contenu, etc. Mais on y va toujours crescendo, c'est-à-dire qu'on part de choses qui sont assez faciles à comprendre, peu engageantes, et on va sur des choses qui le sont un peu plus. C'est la même chose sur la phase d'engagement, où là j'arrive sur des propositions, donc évidemment à la fin j'ai une proposition qui est très ferme, qui est une sorte d'injonction. Au début j'ai une proposition qui est peu engageante. C'est ce que font les gens quand ils vous abordent dans la rue pour un sondage. Bon, là, ils arrivent un peu masqués. Moi, j'aime pas trop ça, mais on peut arriver non masqué, et c'est la même démarche. Quand on est sur la phase d'ascension, ça va vraiment être, je sais pas, le mot du président ou de l'account manager qui a suivi ce client, enfin peu importe, vous voyez ce qui est le mieux reçu, de remerciements, de réengagement sur le fait que vous avez fait le bon choix. Et derrière, je vais quand même dire qu'est-ce que vous pourriez faire de plus, peut-être prendre un service supplémentaire qui va vous apporter. Sachez que 100% des clients qui ont pris cette offre-là ont eu des meilleurs résultats de tel ordre. Voilà, vous avez peut-être des stats là-dessus sur le fait qu'en prenant tel ou tel service que vous abordez, vous améliorez la qualité du service client, et donc ces clients-là ont de meilleurs résultats. Et c'est le bon moment pour le faire parce que vous êtes sur un bon mouvement, encore une fois. Lorsque vous avez pas réussi à engager la personne, c'est hyper important de ne pas lâcher à ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut requalifier, resegmenter, parce qu'il y a peut-être un petit truc que vous avez loupé, peut-être un petit truc que vous n'avez pas compris. Donc je vais renvoyer des messages d'ordre un petit peu générique, où je vais aller taper un peu à côté du sujet que j'avais abordé initialement. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être pas exactement le sujet que j'avais identifié au départ. Je vais peut-être aller un peu vite en besogne, et je sais statistiquement que ce type de client a d'autres besoins sur lesquels donc je vais aller le remettre sur des contenus, ça peut être des webinars, des livres blancs, ce qu'on veut, mais je vais requalifier ça. Et s'il accroche sur un de ces contenus, alors à ce moment-là, je vais le réengager. Alors pas de la même manière que la première fois, parce que sinon ça va faire un peu robot, mais je vais trouver une façon originale d'aller le réengager. Encore une fois, choisissez le canal, on a mis des emails partout, mais ça pourrait être, ça dépend de votre business en fait. Donc c'est vous qui voyez, si vous voulez envoyer un catalogue, un papier à remplir à la main, ou un SMS, enfin c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez même envoyer des vidéos dans lesquelles on peut remplir un formulaire à l'intérieur. Enfin vous adaptez ça vraiment à votre business, et puis testez des trucs, c'est vraiment ce que j'aurais envie de vous dire là-dessus. De toute façon, à la fin, vous avez quand même de l'information, même s'il ne se passe pas rien, s'il se passe rien, vous avez qualifié votre base de données. À ce moment-là, vous avez une base de données qui est qualifiée. Donc, vous pouvez recommencer la phase de réengagement ultérieurement sur ces contacts-là, ne serait-ce que pour requalifier de manière complètement automatique votre base CRM. La souffrance principale des gens qui ont un CRM, c'est d'avoir largement des données non qualifiées dont on ne sait même pas si on saurait les utiliser et comment on communique avec ces gens-là, ou même si l'email est bon d'ailleurs. C'est quoi votre prochain challenge sur les 6 prochains mois? C'est travailler l'engagement client, donc le lead scoring. Donc le lead scoring, c'est comprendre en fait et donner une note à l'engagement d'un prospect ou d'un client. Donc chez nous, chez Cashintime, c'est mesurer les gens qui sont vraiment appétents au produit avant même qu'ils soient clients. Donc il y a 3 phases pour nous. C'est la réaction campagne marketing, les ouvertures de mails, de clics. C'est l'activité sur le site, page d'accueil, nombre de simulations qu'il peut effectuer avant de passer à la phase client, enfin avant l'inscription ou la session. Et enfin, après, l'étape suivante, c'est l'inscription et la session. Encore une étude intéressante produite par Numberly chez nous, c'est que un internaute qui visite la page Qui sommes-nous de Cashintime a 4 fois plus de chances, non pas de s'inscrire, mais de devenir client Cashintime.
C'est une stat qui nous permet de changer la page qui sommes-nous, de mettre des call to action, de le cibler différemment. Donc c'est un élément de réassurance clé pour vous. Oui, bien sûr, mais c'est une information qu'on n'avait pas, qu'on a su récemment, justement dans le chantier qu'on a lancé sur le lead scoring, et qui nous demande de réfléchir différemment, de trouver des solutions pour attaquer, capter ces clients-là. Enfin, après avoir travaillé beaucoup sur la segmentation, vous avez travaillé sur le scoring, finalement, la montée en chaleur de Exactement. Oui, tout à fait. Et c'est justement une manière pour nous de modifier ou de parfaire notre cycle de vie client. On a un cycle de vie qui est en 4 étapes chez nous. L'inscription, l'activation, la fidélisation et l'attrition. C'est tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent en termes de communication chez Cash in Time. Et maintenant, il faut qu'on intègre beaucoup plus 2 éléments. La partie engagement avec les peu engagés, les moyennement engagés et les très engagés, les fortement engagés, pour encore mieux capter les clients fidèles. Et en marge de cela, intégrer de plus en plus l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'on a commencé le marketing automation uniquement par du mail, on a commencé à intégrer du SMS, on a récemment commencé à intégrer les appels sortants par nos conseillers de clientèle, mais le groupe Crédit Agricole, c'est aussi énormément d'agences partout en France, et comment le conseiller clientèle pro qui demain va rencontrer un entrepreneur qui a son compte bancaire chez Crédit Agricole, comment lui, il peut promouvoir la solution Cash in Time à son prospect, à son client. Quand je parlais d'homogénéité de la communication, là, il y a un véritable enjeu là chez vous. Et oui, tout à fait, oui. Tous en 6 mois ? Non, non, là, on touche le groupe, ça va être un peu plus long. Là, on n'est plus la start-up. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. On a déjà une première question. Merci Raphaël, merci Stéphane, bravo. Je suis Thierry Calderon, je dirige une agence d'inbound marketing. J'ai une question. On a des clients dans la banque et on parle à beaucoup des clients dans l'assurance, pardon, et on parle aussi avec des banques. Et j'ai une question depuis le début, quand vous avez montré un petit peu le mapping technique. Comment vous avez fait pour passer outre les fourches codines de la DSI et installer un outil de marketing automation dans un établissement bancaire ? Chaque fois que je fais ça, on me pose cette question. Voilà. Je peux juste faire un truc. Elle me démange depuis tout à l'heure, depuis le début en fait. On a reçu une feuille Excel à un moment donné, la plus longue qu'on ait jamais eue en termes de validation des requirements du groupe. Il y a 6 onglets sur ce. C'est ça, en général, à la page 12, on commence à abandonner. Mais En fait, moi, je peux vous en parler parce que je viens, avant d'être chez Crédit Agricole Assurance, j'étais déjà dans le groupe et j'étais dans la branche assurance, donc je connais bien aussi, pour avoir été chez Crédit Agricole Assurance, je vois très bien de quoi vous parlez. Pour faire un parallèle avec mes 2 entités, c'était extrêmement difficile de faire passer des dossiers, d'aller chercher des prestataires qui hébergent des données dans le cloud. C'est dans un grand groupe bancaire, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour la petite anecdote, c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi Webmecanic. On n'a pas pris la solution de marketing automation proposée par Salesforce parce que Salesforce, voilà, exactement. Comment on a réussi ? On a eu la chance tout simplement que notre DG, le DG de Crédit Agricole Leasing and Factoring, croyait fortement au projet et a mis en place toute une structure en mode start-up, en mode agile, en ayant recruté soit des gens en interne, soit des gens en externe, enfin quasiment externe comme moi par exemple, qui n'étaient pas encore là, pour les mettre dans une salle et en leur disant, je vous donne comme objectif de sortir un nouveau produit qui va remplacer Créance Service et peu importe les contraintes administratives du groupe, on va passer en force. Voilà. Si on avait dû respecter toutes les strates de sécurité, on n'aurait jamais pu contracter avec Salesforce en termes de CRM. Et nous, pour rentrer un petit peu dans les méandres du Crédit Agricole, pour chaque nouveau produit ou service qui appelle à un outil digital, peu importe lequel, on doit passer ce qu'on appelle une analyse de risque. Alors que Cash in Time existe, plus de 15 000 clients, l'analyse de risque n'a toujours pas été validée. Jamais ça se passe en général. Tu as le temps pour une deuxième question ou pas ? Non ? Bon, sur LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez. Raphaël est multicanal à lui tout seul.
Merci beaucoup, bonne fin de journée.